La draft NBA 2025 est terminée. Les Mavs ont choisi Cooper Flagg à la première position et les Spurs ont choisi leur Dylan Harper. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout qu'il y a eu un record dans cette draft et c'est un record de Français qui ont été draftés. Je vais vous faire découvrir les Français qui ont été draftés. On va voir leur parcours, leurs points faibles, leurs points forts et surtout, on va se projeter sur la saison à venir, voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire nos petits Frenchies. Allez, on est parti tout de suite avec le dernier Français appelé à la draft NBA. Et le dernier Français qui a été drafté à cette draft, c'est bien sûr Mohamed Diawara. Il a été drafté à la 51e position par les Los Angeles Clippers et qui a été envoyé directement chez les Knicks de New York. Mohamed Diawara, c'est un peu le Frenchie discret dans cette draft qui n'était pas forcément annoncé très haut dans les mock drafts, mais il a eu quand même une chance de se montrer pour se faire drafter et il l'a saisi complètement. Diawara est né en 2005 et il a été formé au Pôle France. Ensuite, il a débuté sa carrière au Paris Basketball avant d'être envoyé en Pro B et c'est là, à Poitiers, où il va se révéler et ensuite il va se faire recruter par Cholet Basket. Et ce qui est cool, c'est que j'ai pu le voir évoluer tout le long de la saison car je suis cadreur sportif et j'ai souvent filmé Cholet Basket, donc j'ai pu voir un peu son évolution vers l'année, donc c'était vraiment très intéressant. Il a pris de plus en plus de responsabilités au fur et à mesure de l'année, que ce soit en Betclic Elite ou encore en Eurocup. Et le fait qu'il se fasse drafter à la 51e position, je pense que c'est un bel accomplissement pour ce joueur. Mais maintenant, voyons voir c'est quoi ses points forts. Son premier point fort, on le voit direct, c'est son physique. Il mesure 2,04 m et il a une envergure de malade mental. 2,25 m d'envergure, c'est totalement hallucinant, c'est des vrais tentacules. Je vous jure qu'en défense, ça sert quand même pas mal. Et justement, ça va avec sa première qualité, la défense. C'est un super défenseur, il est capable de switcher sur plusieurs positions, il est capable de protéger le cercle. Et justement, c'est pour ça que les Knicks ont voulu le récupérer, c'est grâce à cette défense qu'il peut switcher vraiment sur tout le monde. Et en attaque, c'est une vraie polyvalence. Il est très à l'aise balle en main, il prend des pick and roll, il fait des passes en transition. Et comme le considère son coach Fabrice Lefrançois, c'est un vrai couteau suisse, il peut vraiment tout faire sur un terrain et wheeler un peu le jeu et je pense que ça peut faire du bien aux Knicks. Et son plus gros point fort, comme beaucoup dans cette draft et beaucoup dans les joueurs qui se font drafter, c'est qu'il a haut potentiel, il n'a que 19 ans et franchement quand on voit son évolution, on peut pas mettre de plafond, il peut vraiment tout faire sur le terrain à terme et s'il rajoute de la régularité et de la maturité, ça peut devenir un très bon joueur. Donc maintenant, ses points faibles et ce qu'il doit travailler un peu, c'est vraiment le shoot extérieur, malgré qu'il a progressé à 3 points, qui tourne à environ 34%, mais des fois, ça reste quand même très irrégulier. Mais franchement, je me fais pas de soucis vu que c'est un vrai bosseur et avec le temps, il va forcément trouver de la régularité et de la maturité dans son jeu. Ensuite, ses stats sont encore faibles offensivement parce qu'il apporte beaucoup défensivement et se fait un peu discret offensivement, donc il faut qu'il prenne vraiment confiance en lui et qu'il essaye de prendre sa place. Et en vue de ses qualités, franchement, il peut vraiment le faire. Et comme j'ai dit, il nécessite encore beaucoup de développement, c'est encore un joueur brut, donc il doit encore développer son footwork, sa finition main gauche, son tir, et je pense que les New York Knicks ont vu ça en lui et qu'il va avoir vraiment une palette offensive, une palette défensive vraiment très intéressante pour les aider en tant que soldats dans leur parcours en NBA. Maintenant, on va se projeter sur la saison à venir et qu'est-ce qu'on peut attendre de Mohamed Diawara. Donc dans un premier temps, il va forcément débuter la Summer League, il faut vraiment qu'il se montre défensivement, montrer sa capacité à contrôler la raquette, montrer sa capacité à switch sur tous les défenseurs et puis ensuite faire quelques flashs offensifs, que ce soit en contre-attaque ou des petits catch and shoot, etc. Son objectif premier, ça va être vraiment de se montrer et de montrer qu'il vaut un two-way contract, même si le scénario le plus probable, c'est qu'il retourne en Europe à Cholet ou dans une autre équipe pour progresser et à terme rejoindre les New York Knicks quand il sera vraiment prêt et mature dans son jeu. Sacramento Kings select Maxime Reynaud from Paris, France and Stanford University. Maintenant, on enchaîne avec le prochain Français qui a été drafté à la 42e position par les Sacramento Kings et c'est bien sûr Maxime Reynaud. Avant de faire trembler les cercles en NCAA, Maxime Reynaud était dans la natation. Mais très vite, la balle orange remplace cette passion et devient très accro au basket. Il évoluera en jeune à Paris et surtout, il va passer dans le fameux club de Charenton. Le pivot parisien est un pur produit de la capitale, aussi bien dans ses racines que dans son basket formé à la dure. Sérieux, comme sur les terrains de basket ou encore sur les bancs de l'école, Reynaud jongle entre les systèmes défensifs et les cours de philo au lycée Henri IV, l'un des établissements les plus exigeants de la France. Comme s'il hésitait encore avec une avenir en NBA ou encore à la NASA. Après une médaille au championnat d'Europe U16, il va rejoindre le fameux centre de formation Nanterre, où justement il partagera le quotidien de Victor Wembanyama. Et oui, vous avez forcément vu la vidéo qui a tourné où Victor affrontait Rudy Gobert et Vincent Poirier. Le deuxième joueur, c'était bien sûr Maxime Reynaud. S'il n'était alors que le 4e nom de cette vidéo, aujourd'hui Maxime Reynaud est sur les devants de la scène de la NCAA
NCAA. En effet, Maxime Reynaud a pris la direction de la Californie et a rejoint la fameuse université Stanford. C'est le combo idéal, un cadre académique d'élite et un basket de NCAA de très haut niveau. Et là-bas, il va bosser, il va s'étoffer et il va devenir très rapidement le leader de l'équipe, jusqu'à mener son équipe avec le meilleur bilan de la décennie. Et en parallèle de ça, il ne rate aucun été avec le maillot bleu. Il est champion d'Europe U20 en 2023, il est sparring partner pendant la préparation des Jeux 2024 et la saison d'après à Stanford, c'est la confirmation, c'est une vraie machine à double-double. Il fera 25 double-double sur 35 matchs et il domine la raquette et fait grimper ses noms au niveau des scouts. Et à Stanford, il laisse derrière lui un diplôme, un paquet de records et l'image d'un leader exemplaire. Et maintenant, nous allons parler plus précisément de ses points forts. Son premier point fort en tant que pivot, c'est bien sûr les rebonds. Maxime Reynaud, c'est 2,14 m sans ses chaussures et comme vous l'avez compris, c'est un garçon très intelligent, donc il va toujours se placer au bon endroit pour recevoir les rebonds et qu'il soit dans un bon soir ou dans un mauvais soir, il va tout le temps ramener des rebonds aux Sacramento Kings et ça, on achète. Mais étonnamment, c'est surtout en attaque que Maxime Reynaud fait le show. Même avec les prises à deux systématiquement sur lui, il tourne à 20 points de moyenne cette saison. Et ça, c'est grâce à sa polyvalence offensive. Il est capable de tout faire offensivement, il peut shooter à 3 points, il peut shooter en face du cercle, il a surtout des moves au poste, il a un skyhook qui est dévastateur et en plus de ça, il commence déjà à le maîtriser avec sa main gauche et franchement, tu l'associes avec un bon meneur et ça peut devenir vraiment une arme offensive, ça peut être très dur à défendre, il me fait penser un peu à Alperen Sengun ou Jokic dans les moves et franchement, ça fait du bien de voir un pivot avec des moves comme cela. Et comme j'ai dit, ce qui rend vraiment son profil très intéressant, c'est qu'il peut tirer à 3 points. Il tourne en moyenne à 37%, donc ce qui est déjà vraiment pas mal pour un pivot et en plus, il va pouvoir peaufiner ça et ça peut devenir vraiment une arme partout sur le terrain. Et en plus de ça, c'est vraiment très rare pour un pivot, c'est qu'en fait, il prend pas des shoots à 3 points que en catch and shoot, c'est que la plupart des shoots à 3 points qu'il prend, c'est après dribble. En effet, Maxime Reynaud est très à l'aise balle en main et il arrive souvent à créer son shoot, son propre shoot et ça pour un pivot, c'est vraiment très rare. Et franchement, je pense que son plus gros point fort, c'est surtout sa mentalité. Il a une mentalité de compétiteur né et je peux vous le prouver dès le départ. Déjà, plutôt que de choisir les études ou le basket, il a fait les deux. Il est parti à Stanford dans une université de prestige et il a réussi son diplôme et sa carrière en NCAA. Et ça, c'est l'exemple parfait de son caractère et de sa détermination pour progresser dans tous les domaines. Et grâce à sa détermination, le Stanford l'ont utilisé énormément cette saison et ils finiront à plus de 60% de victoires et lui, il aura été élu dans le All ACC First Team à côté de Cooper Flagg. Mais avec tout ça, vous pouvez me dire, mais c'est quoi ses points faibles et surtout pourquoi il a été drafté qu'à la 42e position s'il a été dans le même niveau que Cooper Flagg? Comme beaucoup d'entre vous le savent, la NBA ne draft pas forcément au niveau du joueur mais surtout au potentiel. Maxime Reynaud est en fait l'un des plus âgés de cette QV. En effet, il a déjà 22 ans comparé à Cooper Flagg qui n'a que 18 ans. Ensuite, le deuxième point à travailler, c'est que Maxime Reynaud doit être encore plus imposant dans la raquette. Il doit prendre sa place physiquement et des fois, c'est vrai qu'il galère un peu et il joue souvent dos au poste, même si ça marche très bien avec ses hooks et ses flotteurs, mais on aimerait qu'il bouge davantage les défenseurs et qu'il développe son physique. Et qui va dans ce sens-là, on aimerait qu'il soit beaucoup plus agressif car il ne tire pas beaucoup, il ne va pas beaucoup au lancer franc. Mais le Parisien est plutôt mobile et ce qui lui a permis de faire plusieurs poster dunk, mais c'est vrai qu'il faudrait que ça soit un vrai rocher incapable à bouger et là, il serait vraiment inarrêtable. Et ensuite, le dernier gros point à travailler, c'est qu'il faut qu'il prenne plus confiance en lui au large et qu'il prenne plus de shoot, mais ça faut que ça vienne avec la confiance et aussi la confiance du coach et aussi du plan de jeu tout simplement. Mais cette saison, il a été ouvert quand même pas mal de fois, il n'a pas choisi de tirer malgré qu'il soit quand même très à l'aise au tir. Il est temps de se projeter sur la saison à venir et Maxime Reynaud, je pense qu'il a été drafté au bon endroit. Il va pouvoir justement apprendre de Domantas Sabonis et il va pouvoir aussi aider l'équipe directement parce que pour moi, parmi tous les Français, c'est le Français le plus NBA ready, déjà par son âge et par son physique et par sa gamme offensive et défensive. Je pense qu'il peut déjà apporter quelque chose en fin de rotation, voire en backup de Domantas Sabonis. Comme Mohamed Diawara, il faudra qu'il démontre ce qu'il est capable dans la Summer League. Son objectif en Summer League, ça va être de montrer sa touch à 3 points, de montrer de la verticalité, de contrer des tirs et justement ne pas se faire manger physiquement afin qu'il prouve aux Kings et qu'il leur fait comprendre qu'il doit intégrer directement la rotation dès octobre. Le scénario le plus probable pour Maxime Reynaud, c'est qu'il va vraiment rejoindre, je pense, la rotation d'ici octobre et qu'il sera joué comme un backup entre 5 et 10 minutes par match, voire un petit peu plus selon les blessures, selon le match-up. Mais je pense qu'il sera directement dans la rotation et qu'il va nous montrer de belles choses. Voilà, moi j'attends beaucoup de Maxime Reynaud. Je pense que c'est le Français qui me hype le plus et on lui souhaite tous bon courage pour cette Summer League. The Boston Celtics select
Noah Penda from Bondy, France, and Francis Lemon. Ensuite, on enchaîne par le 32e choix de cette draft par les Boston Celtics, mais qui a été directement échangé par le Orlando Magic parce qu'il le voulait vraiment. Et ce joueur, c'est Noah Penda. Et Noah Penda, comme Mohamed Diawara, j'ai pu le suivre justement au Mans en tant que cadreur sportif. J'ai pu voir son développement du début à la fin de saison et franchement, il a vraiment progressé et il m'a vraiment épaté sur son activité sur le terrain. Pour commencer, Noah Penda, c'est un enfant de la capitale comme Maxime Reynaud. Lui, il vient de Bondy comme Kiki. Noah Penda grandit dans une famille de basketteurs. En effet, ses parents ont évolué en national. Donc forcément, le petit Noah a très facilement été baigné par le basket. Ensuite, il jouera dans plusieurs clubs de la capitale avant d'être repéré par Levallois. Donc Levallois le récupère pour ses équipes jeunes en national et en parallèle de ça, il va intégrer le pôle espoir de l'Île-de-France. Et une seule année a suffi pour qu'il tape à l'œil de l'INSEP, direction le pôle France dans le championnat national. Et sous les ordres de Jean-Aimé Toupane, il va devenir vraiment le leader de son équipe et va devenir un prospect très solide. Après 2 saisons dans la structure fédérale, il n'a que 17 ans. Et il va décider de rejoindre Vichy-Clermont en Pro B. Un choix qui peut paraître un peu modeste vu son prospect, il aurait pu choisir une équipe en Pro A, mais comparé à des équipes comme celle-là, là en Pro B, on lui file directement les clés de la maison et surtout les responsabilités. Et il va grandir très vite dans ce rôle et sûrement grâce à son coach qui est Guillaume Vizade, un mec qui va clairement compter sur son début de carrière. Alors forcément, quand Guillaume Vizade quitte le club et rejoint le Mans, et bah Noah Penda rejoint aussi le Mans. Malgré qu'il s'était inscrit à la draft de NBA 2024 et qu'il y a fait plus d'une dizaine de workouts, le fait que Guillaume Vizade va au Mans, ça l'a suffi de le convaincre pour aller le suivre et aller évoluer encore une saison en France. Et cette saison au Mans, elle est justement énorme. Il devient le meilleur espoir du championnat, il est sélectionné au All-Star Game, il est MVP du Young Star Game première édition. En gros, si vous n'avez pas encore compris, c'est le prospect du moment. Et pour l'instant, je n'ai même pas encore parlé de ses campagnes en bleu. Noah a déjà tout fait, U17, U18, U20 et surtout médaillé d'or au championnat d'Europe U20 en 2024, où en plus il est élu dans le 5 majeur du tournoi. Maintenant on est parti pour voir c'est quoi ses points forts sur le terrain. Pour commencer, physiquement c'est du solide et voire du très solide, 110 kg, mais ça bouge comme un ailier ultra fluide. Il a une dimension athlétique de très haut niveau et surtout de très haut niveau pour son âge, et surtout il s'en sert super bien sans être trop lourd sur le terrain. Défensivement c'est un vrai poison, il peut vraiment défendre sur tous les postes, il met une pression constante sur les porteurs de balles, il coupe les lignes de passe, il est partout défensivement, franchement il prend une place en défense, c'est totalement un poison. C'est typiquement le genre de joueur qui a un impact sur le terrain sans même toucher la balle. Finalement tout ce que demande le haut niveau et surtout en NBA où les profils 3&D sont très recherchés. Mais du coup en attaque, qu'est-ce que ça donne? Il va au cercle avec fermeté, il lâche des grosses coupes dans le dos, il a un très bon jeu sans ballon et en catch and shoot tout seul, il est vraiment très à l'aise. Ensuite ses points faibles et ses points à travailler, c'est son tir. Malgré qu'en catch and shoot quand il est tout seul, il est quand même très régulier, mais dès qu'il faut créer son shoot en sortie dribble ou face à un défenseur, ça devient très limite. Clairement Noah aujourd'hui c'est plus un slasher qu'un tireur. Mais attention, c'est un gros bosseur et sa progression cette saison témoigne de son sérieux et franchement il va vite combler cela pour devenir très dangereux en NBA. On est parti maintenant pour se projeter sur la saison à venir. Donc en effet Noah Penda a été drafté à la 32e position par les Boston Celtics, mais une équipe le voulait absolument pour le mettre direct dans son projet, c'est bien sûr le Orlando Magic. Et comme je dis, le projet est clair, c'est de l'intégrer directement dans l'effectif dès la saison prochaine. Orlando le voit comme un joueur profil ADN Magic, ce qui équivaut par un joueur grand qui peut tout faire sur le terrain et surtout avec un gros IQ basket. Et comme tous les joueurs, il va passer forcément par la Summer League. Il va devoir montrer directement son impact défensif et montrer qu'il peut vraiment être dans l'effectif des Orlando Magic. Et contrairement à un retour en Europe ou encore un contrat two-way, le scénario le plus probable c'est qu'il ait un contrat directement avec le Orlando Magic. Car le Magic a été très clair en conférence de presse, ils veulent le voir directement ce qu'il vaut en NBA. Et ça en tant que français, ça nous fait très plaisir et on peut souhaiter un bon courage à Noah Penda parce que maintenant on va passer sur le prochain joueur. The Brooklyn Nets select Nolan Traoré from Charenton, France. Donc effectivement, Nolan Traoré a été drafté à la 19e place par les Brooklyn Nets parmi les 5 tours de draft qu'il y avait les Nets, donc il va être en concurrence directe avec tous les rookies. Mais avant tout ça, Nolan Traoré est né en 2006 à Créteil. Et comme Maxime Reynaud, il va faire plusieurs clubs dans la capitale avant d'arriver dans le fameux club de Charenton. Et oui, je parle beaucoup de Charenton parce que c'est là notamment où a été formé Evan Fournier, Tidjane Salin, Laou Konaté et encore plein d'autres joueurs. Comme son grand frère Armel Traoré qui a joué aux Lakers.
Ensuite, direction le centre fédéral. Et là, à seulement 16 ans, il tourne à 2 points par match sur la saison. Mais 2 ans après, c'est là qu'on voit vraiment son évolution. Il tourne pas moins à 17 points par match. Nolan fait déjà des misères à des adultes. Résultat, Saint-Quentin le repère et le signe en fin de saison pour les aider en play-off. Et là, commence à choquer tout le monde en sortant un match fou malade face à l'Asvel en play-off. Et là, on se dit, ah oui d'accord, ah oui en fait Charenton ça blague pas, ça forme vraiment des vrais mecs. Et puis ensuite très vite, il y a cette performance à l'ANGT où il sort 45 points. 45 points face au FC Barcelone. Et puis après ça, tout s'accélère. Il choisit de re-signer avec Saint-Quentin pour jouer la Champions League en tant que meneur titulaire. Et je pense que cette saison l'a vraiment forgé parce qu'il a eu des très hauts mais aussi des très bas. Mais maintenant, je pense qu'il est prêt pour l'étape suivante, affronter tous les meilleurs meneurs du monde en NBA. Mais bon, quand t'as Charenton dans ton CV, tu sais que rien n'est impossible. Et on passe directement au point fort de Nolan. Avec Nolan Traoré, il n'y a pas de mystère, on sait à quoi s'attendre comme type de joueur, mais c'est quand même quelqu'un qui est impossible à défendre malgré que tu sais ce qu'il sait faire. Et le truc qui saute aux yeux de tout le monde, c'est vraiment son premier pas. Il est ultra rapide, il est dévastateur. Il arrive à faire péter des chevilles à tous les professionnels en Europe. Mais vraiment, hein, dès qu'il enclenche main droite, tu sais que tu peux te retourner et il est déjà au panier en train de faire son layup. Donc la seule solution pour le défenseur, c'est soit tu le coupes et tu fais une grosse faute, soit tu le regardes en train de marquer ses 2 points toute la soirée. Et surtout, ce n'est pas juste une question de vitesse. En fait, Nolan, il est très fort en changement de rythme. Il change de rythme comme il respire, que ce soit sur son départ ou juste avant de monter au cercle, il arrive tout le temps à te surprendre. Et c'est ça qui fait mal, voire vraiment très mal. Et après ça, Nolan, il est vraiment complet parce que c'est un gros scoreur et c'est vraiment, je pense, un scoreur pur, mais c'est aussi un très bon passeur. Et tu l'associes à un bon pivot, franchement, il te régale. Et on l'a vu cette saison à Saint-Quentin, comment il a régalé son pivot tout le long de la saison. Et je pense qu'il a bien aimé jouer avec Nolan. C'est vraiment le meneur moderne d'aujourd'hui. Il joue beaucoup de pick and roll. Il est très bon. Il arrive très bien à servir à chaque fois son pivot ou à chaque fois il arrive à lire. Soit il prend un jump shot, soit il prend de vitesse, il va au lay-up et il arrive souvent à conclure. Mais voilà, comme tout jeune joueur, il y a des trucs à bosser. Et pour Nolan, il a quand même une sacrée progression sur le choix des tirs. Et là-dessus, on n'est pas encore sur le niveau NBA, il a tendance à forcer, à prendre des shoots très compliqués. Et malheureusement, ça se voit dans ses stats. Moins de 40% au global au shoot, à moins de 30% à 3 points. Et même ses lancers francs tournent en dessous de 70%. Pour un meneur scoreur, il faut vraiment qu'il élève ce niveau au niveau des choix des tirs pour qu'il soit vraiment efficace. Et puis en défense, c'est pas encore forcément ça. Il arrive à tenir les duels grâce à son envergure, il arrive à gratter des balles, il arrive à gratter des interceptions, mais c'est souvent plus de l'anticipation que de l'effort pur. Mais maintenant imagine un peu un Nolan qui met autant d'énergie à attaquer le cercle qu'à défendre, et là je pense qu'il peut vraiment devenir un autre joueur, et vraiment ça peut faire très mal. Maintenant il est grand temps de se projeter vers la saison à venir, et bien sûr il va intégrer les Brooklyn Nets. Son profil s'inscrit dans la stratégie de Brooklyn, avoir des joueurs très rapides dans la création et aussi dans la passe, et ça va falloir qu'il le montre bien sûr dans la Summer League pour avoir vraiment une place dans le roster. Mais je me fais pas de doute car avec ses qualités physiques et surtout sa vitesse d'exécution, il est souvent comparé à Tony Parker et son objectif est de montrer de ce qu'il sait faire et de convaincre pour qu'il soit dans la rotation et qu'il soit un meneur fiable pour gagner des matchs. Le scénario le plus probable avec les Nets, c'est qu'il fasse un peu la rotation avec la G-League et les Nets en vue de tous les rookies qu'ils ont sélectionnés. Ça va être une vraie bagarre pour avoir sa place. Minnesota Timberwolves select Yohan Birangi from Strasbourg, France, and the Olympia. On enchaîne avec le 5e français qui a été drafté à la 17e position par les Timberwolves et qui va rejoindre Rudy Gobert, et c'est bien sûr Yohan Beringer. Alors pour commencer, Yohan Beringer, il a un profil très atypique car ça fait seulement 4 ans qu'il fait du basket. Ouais, vous avez bien compris, ça fait seulement 4 ans qu'il fait du basket. Avant de se lancer dans cette passion de la balle orange, il était dans le foot. Et justement, cette transition s'est faite car il ne trouvait plus de crampons à sa taille. Donc forcément, il n'a pas eu le même parcours que les autres, il n'est pas passé par le centre fédéral, mais il a commencé le basket dans un petit club à Célestat et ensuite a été très vite repéré par la SIG Strasbourg. Et après s'être développé à la SIG Strasbourg, il va choisir de partir en Eurocup dans une équipe en Slovénie. Ça devait être pour 1 an seulement, mais très vite les sirènes de la NBA ont vite retenti. Et Yohan, c'est un prospect qui intrigue forcément par sa progression. En Slovénie, il a eu rapidement des responsabilités, que ce soit en Ligue Adriatique ou encore en Eurocup. Le top niveau lui a permis à la fois de s'améliorer, mais surtout de montrer aux scouts que oui, c'est peut-être un prospect qui est vraiment talentueux. Mais avant de parler de ses points forts, c'est un joueur qui a encore beaucoup de boulot parce que vous imaginez en 4 ans de basket, vous pouvez pas encore tout assimiler les fondamentaux du jeu, mais quand on voit sa force de progression, on se dit oulala, jusqu'à où il peut aller. Donc on est parti pour les points forts de Yohan Beringer. Yohan, c'est un monstre physique qui
qui fait rêver. C'est une longueur de bras énorme, c'est une agilité pour un pivot qui est ouf. Et bien sûr, cela ne garantit pas tout, et le matériel de base est déjà clairement top niveau. Son agilité, c'est surtout un atout majeur pour sa défense. Comme il manque forcément un peu de technique offensive, c'est en défense qu'il fait le plus de bruit. Il est très fort dans la protection de cercle, notamment dans les contres ou encore pour suivre les petits meneurs ou les grands. Et surtout dans les pick and roll, il arrive souvent à faire les bons choix et à suivre ses défenseurs, que ce soit meneur de jeu ou pivot. Et ça, dans la NBA moderne, on aime beaucoup. Mais maintenant, ses points faibles, c'est surtout ses fondamentaux techniques. Johan, malgré son parcours incroyable, quand il a la balle en main, on voit qu'il est encore un peu mal à l'aise. Il galère encore à créer son propre tir, il galère un peu dans son footwork, dans la décision des passes, dans le QI basket. Mais franchement, tout ça, il va vraiment, je pense, le combler en NBA. Ça va être un travail long. Va falloir pas s'attendre qu'il joue directement en NBA, mais franchement, au niveau où il progresse, je pense qu'il peut venir très vite et étonner beaucoup de personnes. Et on est parti pour se projeter avec les Wolves. Les Wolves n'ont pas besoin d'un pivot titulaire dans l'immédiat, mais ils misent un profil défensif à développer aux côtés de Rudy Gobert, voire pour le jour où il passera le flambeau. Johan Beringer correspond parfaitement au plan de succession, taille, mobilité, instinct défensif, contre, etc. Mais aussi besoin d'être coaché et d'une structure, ce que peut lui apporter Rudy Gobert et le coach Finch. En Summer League à Las Vegas, il va devoir montrer ce qu'il sait déjà faire, défendre et être très sérieux. Je pense pas qu'on va lui demander de scorer et de faire beaucoup de choses offensivement, ce sera surtout un projet défensif et ce sera quelqu'un qu'il va falloir polir, et je pense que la saison prochaine, il va passer beaucoup de temps en G-League. Mais je pense que ça promet parce que Rudy Gobert peut être son meilleur professeur, car c'est vraiment le même type de joueur et en plus il peut vraiment apporter une palette offensive. Donc déjà pour son parcours incroyable, je dis bravo Johan Beringer, en seulement de 4 ans, arriver déjà à être drafté, déjà en premier tour et à la 17e position, c'est déjà quelque chose de incroyable. Je lui souhaite le plus de bonheur pour la suite et on a hâte de voir ce qu'il vaut en NBA, voilà, tout simplement. The Chicago Bulls select Noah Essengay from Saint-Jean du Bray, France. Et maintenant, nous allons passer au dernier Français de cette draft qui a été drafté à la 12e position par les Chicago Bulls, et c'est bien sûr Noah Essengay. Et pour commencer, comme beaucoup de Français, Johan fait ses armes au Pôle France. Mais contrairement à d'autres, sa vraie carrière va débuter en Allemagne. Et oui, bien sûr, il va choisir d'aller à Ulm en Allemagne, un club qui a vu passer Killian Hayes ou encore Pacom Dadier. Je sais pas ce qu'il y a dans ce club, mais franchement, ils aiment bien former les petits Français. Noah tape ses premières minutes en professionnel en Bundesliga à seulement 16 ans et demi. Mais c'est en mars 2024 qu'il va vraiment faire parler de lui. Il va sortir un match de mutant à l'ANGT. 33 points, 18 rebonds, 2 passes, 4 interceptions et 3 contres. Une stat à la Giannis Antetokounmpo ou encore à la Victor Wembanyama. Derrière ça, il enchaîne une pré-saison face aux Blazers et il va marquer 20 points. Et sa deuxième saison en Bundesliga, il va vraiment confirmer dans un rôle de two-way à seulement 17 ans. Donc on est parti pour parler de ses points forts. Et son premier point fort, c'est vraiment son physique. C'est vraiment un physique de la NBA moderne et du futur. Il est très agile, il peut évoluer dans les postes 3 et 4, voire dépanner sur d'autres postes. Il peut vraiment aller partout sur un terrain NBA. Et c'est typiquement le genre de joueur que les franchises NBA ont envie d'avoir. Un mec qui peut aller partout, qui peut défendre sur tout, qui peut attaquer sur tout le monde. C'est vraiment ce qui est intéressant avec lui. Et son truc, c'est vraiment les transitions. C'est simple, tu rates un shoot, le mec est déjà à l'autre bout du terrain. Le mec, c'est véritablement une flèche. Il peut finir sur les alley-oops, il peut finir en coast-to-coast, ou alors il peut aller en solo, claquer des gros dunks. Mais tu pourrais croire qu'en fait c'est un joueur qui triche et qui joue sur les carottes, alors que pas du tout, c'est juste qu'il est plus rapide que tout le monde. Mais le vrai cadeau pour les scouts, c'est vraiment sa défense. Une activité de tous les instants, une envergure de pieuvre, il a une envie de mordre dans chaque ballon, il a vraiment cet ADN défensif, il a envie de se jeter partout sur le terrain, sur chaque ballon, et c'est ça qu'on aime. Je pense qu'il a vraiment un profil et un potentiel défensif à la Kawhi et Pascal Siakam. Bref, si t'as un joueur comme ça dans ton effectif, tu le gardes, tu le développes, et franchement il peut faire que du bien dans les prochains jours. Mais comme toujours dans les jeunes joueurs, il y a des trucs à polir et à travailler. Et le tir pour le moment, c'est pas trop ça. Il tire seulement 7 shoots par match en moyenne, il ne tire pas assez. Franchement, c'est pas qu'il peut pas shooter, c'est qu'il fait le choix d'aller driver et qu'il n'a pas forcément confiance en lui. Et en NBA, très clairement, il faut pas se cacher. Il faut prendre les shoots, il faut prendre les opportunités et il va falloir qu'il passe tout l'été à shooter et qu'il prenne confiance et qu'il prenne les shoots pour montrer qu'en fait, je suis là et je suis là pour tout casser en fait. Mais pour être très honnête, c'est un profil qui joue beaucoup son ballon
ballon, énormément en fait, sans ballon, et dans une NBA où il faut créer son tir, faut dribbler, faut pouvoir créer son tir à 3 points, etc., bah ça peut un peu gêner. Mais j'espère qu'à Chicago, il va être bien entouré et qu'il va avoir des bons coachs et que justement, il va réussir à progresser sur tout ça, car il a un vrai potentiel et je pense qu'il peut aller vraiment loin dans une carrière NBA. C'est vraiment le profil type qui sait ce qu'il sait faire, il sait ce qu'il sait pas faire, mais il faut vraiment qu'il travaille dessus et que la NBA, que la franchise l'aide, et je pense qu'il peut aller très loin. Donc on est parti pour se projeter sur la saison à venir, et en effet Noah a été drafté à la 12e position par les Chicago Bulls. Un choix audacieux soulignant leur volonté de miser sur un potentiel défensif, athlétique et aussi un peu offensif. Et je dis un choix audacieux car Noah Essengue, c'est le deuxième plus jeune joueur de la QV. Il a seulement 18 ans. Mais justement, à seulement 18 ans et voir ce qu'il est déjà en train de faire, son plafond est juste infini. Et justement, il va devoir montrer ça en Summer League. Son objectif, ça va être de rassurer et d'avoir une place directement en octobre dans la rotation. Il va devoir défendre et switcher en défense. Il va devoir faire des choix intelligents en transition et avoir du catch and shoot, des cuts, etc. Mais après, on lui souhaite le bonheur en NBA, on lui souhaite de réussir et je pense qu'il peut nous choquer et choquer le monde entier et j'attends que ça. Voilà, c'est tout pour les Français qui ont été draftés cette année. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, mon préféré de cette draft, c'est vraiment Maxime Reynaud. Je pense qu'il peut vraiment avoir un vrai rôle aux Sacramento Kings et nous choquer et choquer le monde entier. Si vous avez aimé cette vidéo et ne loupez aucune news sur le basket ou le sport en général, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo. Moi, je te dis à la prochaine, c'était Cody. Topette!